Après plus d'un siècle d'austérité et d'uniformisation, les hommes ont enfin compris qu'avoir du style est avant tout une question d'éducation et qu'ils peuvent se permettre aujourd'hui de choisir eux-mêmes leur tenue sans passer pour des invertis. Et oui, la fourrure pour hommes bombarde les podiums cette année. Qu'on la porte noire, marron ou brune foncée, elle reste un signe ultime du luxe, tout en discrétion. Contrairement aux idées reçues, elle n'est pas réservée qu'aux femmes. Avec les conditions météorologiques changeantes qui s'annoncent, c'est le moment idéal de varier les couleurs, superposer les pièces et les textures. Revue de détail des tendances de l'hiver décryptées par les créateurs eux-mêmes. Après plus d'un siècle d'austérité et d'uniformisation, les hommes ont enfin compris qu'avoir du style est avant tout une question d'éducation et qu'ils peuvent se permettre aujourd'hui de choisir eux-mêmes leur tenue. Revue de détail des tendances de l'hiver, explicitées par les créateurs eux-mêmes. Je me suis fait une liste de questions, vous voyez. Voilà, je vais vous montrer la liste qui est écrite en hébreu. Voilà, paf. Ça, c'est ma liste. Et là, je me suis demandé, est-ce que dans notre industrie aujourd'hui, est-ce qu'il y a la place aux besoins et à l'intuition? Ou est-ce que les deux se battent? Est-ce qu'aujourd'hui, pour exister, on doit provoquer? Est-ce que la normalité est démodée? Est-ce que d'être normal, c'est plus quelque chose qui est un petit peu décadent? Est-ce que la réalité existe que dans des formes de reality show? Ou est-ce que la réalité, c'est aussi notre vie? Est-ce que le uniforme, c'est la nouvelle chose? Ou est-ce que l'individualité est toujours importante? En réponse à ces questions, la Maison Lanvin propose donc du sombre, fait de cuir de métal futuriste, mais aussi de fleurs, de rayures et de poids. Ils sont confortables, ils sont sûrs d'eux-mêmes en fait. Ils ont des chaussures qui sont avec des semelles épaisses, ils sont les deux pieds sur terre, ils savent au vivant. Selon l'expression consacrée, si vous portez un vêtement, ce sont les chaussures qui vous portent. Chez Robert Clergerie, on ne transige pas avec la qualité Made in France, Made in Valence en l'occurrence, le siège de l'usine. Je pense qu'on a besoin de pouvoir, en période trouble, et je pense que on a pas mal d'exemples dans les années 40, on doit être capable de pouvoir bouger, de pouvoir se déplacer très rapidement, de pouvoir compter sur notre assise, d'être stable et en même temps d'être en mouvement. Chez Saint-Laurent, la silhouette masculine concoctée par Hedi Slimane n'ira pas à tout le monde, c'est évident. Finesse des tailles, des hanches et des épaules, des bras, des cuisses et des chevilles. Un look rock qui exulte les rébellions adolescentes. C'est un genre et il plaît. Mais dans leur vie professionnelle, les hommes sont souvent obligés d'adopter une dégaine plus conventionnelle. La griffe mythique italienne Cifonelli reste maître du genre. Ce qu'il y a de remarquable chez Cifonelli, c'est cette épaule extraordinaire qui a été mise au point dès le début de la marque. Elle est accordée à une poitrine très serrée, la pointe de l'épaule est très fine, les têtes de manche très fortes. Cela donne une incroyable liberté de mouvement. Les stylistes sont avant tout de remarquables techniciens pour lesquels l'architecture cachée d'une veste n'a aucun secret. Pour la création, ils s'inspirent de leur histoire personnelle. Alors j'avais un grand-père tailleur et j'avais un autre grand-père et mon père qui étaient ostréiculteurs. Donc deux mondes très différents, le vêtement de travail et le costume 3 pièces. Mais j'ai toujours vu des looks très particuliers, c'est-à-dire que mon grand-père il faisait son jardin en vieux costume 3 pièces, il n'avait juste pas de cravate. Et mon père et mon grand-père étaient avec ses bleus de travail, ses vareuses, ses cirés. Donc il y avait cette idée d'uniforme qui m'a toujours un peu fasciné. Et j'ai jamais pu choisir. Les nouvelles créations, on le sait, se superposent les unes aux autres au fil des années. La mode est cyclique et les créateurs qui n'ont plus 20 ans sont fiers de leur passé. J'ai revisité mes racines. Quand j'ai commencé, fin 70, début 80, les formes et les silhouettes étaient très larges. Les pantalons étaient taille haute avec des pinces.
Beaucoup plus confortable que les... Ce qu'on a l'habitude de porter aujourd'hui, oui. Et c'est fascinant parce que prenez mon équipe, ils sont très jeunes et ils n'avaient pas vu ce type de forme. Ils ne portent que des vêtements slim, des jeans, des chemises et des vestes moulantes. Et quand ils ont essayé ces manteaux, waouh, ils ont vraiment très apprécié. Un vêtement, c'est une histoire que le créateur souhaite partager avec celui qui va le porter. Pour Chris Van Asch, chez Dior Homme, le storytelling est simple et musical. C'est une métaphore pour mon travail chez Dior. C'est littéralement utiliser des instruments traditionnels ou classiques pour en faire quelque chose de radicalement contemporain, parce que ce qu'ils ont joué est un morceau d'aujourd'hui du coup de lame. Donc c'est comme les ateliers, c'est utiliser la tradition pour en faire du 2015. Pour d'autres, à l'instar de l'américain Thom Browne, l'histoire n'est pas évidente. Un homme rentre chez lui, seul, après une dure journée de labeur. Il dîne, seul. C'est simplement l'histoire de quelqu'un d'unique. Il a confiance en sa solitude, il aime être seul et tout le monde le connaît. Et on apprécie qu'il sache rester seul. C'est un hommage à la liberté, mais aussi un hommage à l'individualité. Être fidèle à soi-même et être bien, seul. Des personnages à l'allure conventionnelle défilent devant un homme alité vêtu d'un banal costume cravate. Quelle est la morale de l'histoire contée par Thom Browne? Le classique est mort, vive le classique. Comme pour les femmes, les tendances masculines à la mode pour l'automne-hiver 2015-2016 sont en harmonie avec les influences des années 70. C'est le retour du denim, du cuir et des pulls à col roulé pour un style rock et rebelle. Ainsi, le velours ressort au goût du jour autant pour les femmes que pour les hommes. Quitte à jouer la carte old school, autant le faire en pantalon en velours. Il est même carrément conseillé de le porter en costume avec des vestes en velours assorties. Autre tendance mode homme, le rouge et tous ces tons entre l'orange et le pourpre, un coloris habituellement rare dans les collections masculines et qui symbolise la passion, la pulsion sexuelle ou le désir amoureux. Quand on pense champs pétrolifères, le Canada n'est pas forcément l'image qui vient en premier. Pourtant, le pays possède de très riches gisements de sable bitumineux, un mélange de pétrole brut, d'eau et d'argile. Une boue collante qui est certes facile d'accès car en faible profondeur, mais qui coûte très cher à purifier. Lorsque le cours du baril de pétrole était très élevé, ces exploitations étaient rentables. Il y a une véritable ruée vers l'or noir, notamment dans la province de l'Alberta. Mais voilà, depuis plus d'un an, le cours du pétrole reste résolument bas. Réduction d'effectifs, entreprises qui ferment, bulle immobilière qui éclate, c'est toute une économie qui est durement frappée alors que le pays se rend aux urnes cet octobre pour des élections fédérales. Frédéric Guiraud nous en dit plus. En se promenant aux côtés de Peter Derban ce matin, difficile d'imaginer qu'il y a un an encore ce camping affiché complet. Beaucoup de campeurs, plein de gens vivaient sur ce camping. À Fort McKay, c'est souvent sur ce type de terrain que les travailleurs s'entassent le temps d'un contrat ou pour quelques années. Mais avec la crise, ils ne sont plus nombreux à pouvoir s'acquitter des 835 € demandés chaque mois pour un emplacement. Vestige des années fastes, cette Mercedes achetée cash à l'époque. Aujourd'hui, Peter Derban survit difficilement grâce à sa petite entreprise de camionnage. Tout le monde a coupé dans les dépenses. Et vous savez, tout le monde a baissé ses prix. Pour survivre aujourd'hui, il faut être compétitif. Si auparavant on se ruait dans la région, c'est pour travailler ici, dans l'industrie des sables bitumineux. On extrait de ces sables un pétrole lourd, bien plus coûteux à produire que le pétrole conventionnel. Un pétrole qui représente 98% des réserves canadiennes et fait la fortune du pays depuis de nombreuses années. Mais avec la chute vertigineuse des prix du baril, sa production est beaucoup moins rentable. Les compagnies pétrolières arrêtent donc projet sur projet et licencient à tour de bras. 20 km plus au sud, Fort McMurray vit au rythme de l'industrie. Patrick Bois et sa femme débarquaient ici il y a 5 ans lorsque la ville était en plein boom.
Embauché comme apprenti mécanicien avec un confortable salaire, le couple s'achète vite cette maison, 550 000 €, une aubaine, à une époque où le prix des loyers flambe. On était sûr que ça allait nous aider financièrement à nous mettre de l'avant. Mais c'est sûr présentement que, comme je dis ici, on est dans un marché qu'il y a beaucoup de maisons à vendre à Fort McMurray, puis c'est pas garanti qu'on pourrait vendre notre maison au prix qu'on l'a payé pour. Vendre et rentrer au pays, le couple y songe pourtant sérieusement depuis février et le licenciement de Patrick. Incapable de retrouver un emploi depuis malgré des recherches quotidiennes, les 3 000 € de mensualité pour la maison sont un véritable fardeau. Présentement, quelque chose viendrait, n'importe quoi ce qui va aider à payer les bills, c'est sûr que non, je sauterai dessus. Un cas parmi tant d'autres. Aux portes d'Edmonton, Nisku est le plus grand parc industriel au Canada. L'an dernier, il suffisait encore de se présenter à l'entrée des usines pour y trouver un emploi. Emmanuel Lécuyer a monté son entreprise de fabrication de matériel de forage en 2003. Depuis le début de la crise, il a dû se séparer de 70% de ses employés. Chaque jour, il guette les prix du baril avec anxiété. Il faut que le prix reste entre 58 et 64 $ pour que ce soit confortable, pour que ce soit OK et que ça arrête le ralentissement d'ici octobre. Dans le cas où cela n'arrive pas, la situation va s'aggraver. Capitale économique de la province, Calgary abrite le siège de l'Association canadienne des producteurs pétroliers. Ses membres produisent 90% du pétrole canadien et leurs prévisions ne sont pas bonnes. Pour son vice-président, les investissements dans le secteur devraient chuter de 33 milliards € cette année. La situation à laquelle nous sommes confrontés signifie que désormais il y aura beaucoup moins de projets neufs. Et quand bien même ces quelques nouveaux projets arriveraient à voir le jour, ils ne seront rien de plus que des extensions de projets industriels déjà en place. Une situation qui coûte cher à l'Alberta. En mars, son budget affiche un déficit de 3,7 milliards €. Immédiatement sanctionné lors d'élections anticipées, le gouvernement conservateur est alors remplacé par les néo-démocrates et à sa tête Rachel Notley. Un véritable séisme politique sur cette terre conservatrice depuis 44 ans, bastion du Premier ministre du Canada, Stephen Harper. Ça vient ajouter une grande dose d'incertitude sur les résultats électoraux de l'élection fédérale en octobre prochain. Parce que ça vient dire, oh, écoutez, oui, l'Alberta est peut-être une terre conservatrice, mais en même temps, il y a une possibilité pour les néo-démocrates en Alberta ou ailleurs au pays, de faire certaines percées. Entre-temps, la situation ne devrait pas s'améliorer, bien au contraire. L'industrie pétrolière parle désormais de la perte de 185 000 emplois au Canada en 2015. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et très bonne soirée. Bonne soirée.